Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... J'avais décidé de ne pas vouloir faire de vidéo sur ce sujet, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo Obama et Jordana, et j'avais dit dans cette vidéo, on verra comment les choses tourneront, peut-être qu'il y aura des manifs, un peu de casse, mais comme d'habitude, au bout d'un moment, ça va finir par se tasser. Quoique, eh bien, nous sommes le dimanche 31 mai et aujourd'hui, la situation ne s'améliore pas. Au contraire, on peut dire qu'elle s'empire. Je veux parler évidemment de ce qui est actuellement en train de se dérouler en conséquence de la mort de George Floyd, cet Afro-Américain près de Minneapolis qui, dans une interpellation qui a très rapidement tourné au drame de par l'usage par le policier d'une méthode d'immobilisation souvent contestée dans l'usage dans pas mal de forces de police qui est, alors, selon ce qu'on peut lire en ce moment sur Internet, qui semblerait être une méthode enseignée par la police israélienne. Enfin bref, cette position qui consiste à utiliser le genou pour immobiliser une personne au niveau de la nuque, c'est je dirais une procédure qui est enseignée pour essayer de neutraliser des individus récalcitrants et qui plus est surtout des individus dont les corpulences peuvent poser un problème d'équivalence de force, si vous voulez. Mais c'est aussi une position qui est dangereuse parce que eh bien, vous faites une pression au niveau de la carotide et au niveau des cervicales et ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc c'est quelque chose qui est à utiliser avec beaucoup de prudence, sauf que ce flic n'a absolument pas fait preuve de prudence. Au contraire, il s'est peut-être plutôt laissé emporter par ses sentiments personnels, peut-être vis-à-vis des populations afro-américaines. Ce policier a été démis de ses fonctions, il a été arrêté, il devra répondre de son acte devant la justice. Mais là où ça pose problème, c'est qu'on se rend compte que l'administration, encore une fois de plus, eh bien, s'est retrouvée en face d'une sorte de situation où ce policier qui a reçu en effet des compliments, on va dire, qui a reçu des honneurs, mais a aussi été sujet à des plaintes d'ordre disciplinaire pour ses comportements parfois violents. Donc ça soulève évidemment encore une fois de plus la question de la responsabilité administrative d'avoir laissé un individu potentiellement dangereux pour les compatriotes américains de par son attitude emprunt à la violence. Ceci étant dit, évidemment, ça a donné naissance à des contestations, à des manifestations qui ont pris de l'ampleur de façon assez dramatique et de façon inquiétante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'évidemment les manifestations ont commencé à Minneapolis. On est toujours habitué à ce fameux schéma où dès qu'il y a des manifestations qui revendiquent un problème de société, en l'occurrence les violences policières et le racisme, ou les violences policières ou le racisme, tout dépend évidemment des perceptions de chacun, on est en face d'une situation où forcément il y a des intérêts à la fois de l'autorité d'essayer de décrédibiliser le mouvement parce que peut éventuellement exposer certaines problématiques d'ordre institutionnel, d'ordre politicienne, et puis aussi des conflits d'intérêts au niveau de certaines décisions, de certains choix au niveau de certains États, puisque je rappelle les États-Unis, c'est 50 États qui peuvent appliquer ou non des lois fédérales et appliquer leurs propres lois ou non. Donc forcément, ça soulève pas mal de questions. Et puis ça évidemment, alors il y a eu des attaques, il y a eu des pillages, il y a eu des incendies. J'attire votre attention sur le fait que les cibles de ces incendies, etc., sont très souvent des chaînes de magasins qui exploitent aux États-Unis un peu le bas-coût de l'emploi, c'est-à-dire que ce sont des chaînes de magasins qui souvent ont des salaires relativement bas, c'est souvent même des salaires qui sont calculés au minimum du salaire minimum applicable par l'État, puisque
Aussi là, je vous explique que l'État fédéral donne un salaire minimum, mais chaque État applique un salaire minimum différent parce qu'évidemment les niveaux de vie sont différents. C'est-à-dire que par exemple le salaire minimum en Géorgie est de l'ordre de 5 $, un petit peu plus de 5 $, alors qu'il est de 12 ou 13 $ je crois en Californie. Mais c'est normal puisque la vie en Californie est beaucoup plus élevée que la vie en Géorgie. Donc déjà, malheureusement, il y a aussi ce problème-là qui rentre en ligne de compte. Et puis ça s'est étendu. Ça s'est étendu à d'autres villes. Ça s'est étendu. Alors il y a eu des problèmes à Boston. Il y a eu des problèmes. Alors pas directement à New York, mais à Brooklyn. Et puis là, c'est en train de s'étendre dans Manhattan. On a aussi, il y a eu Dallas aussi, il y a eu évidemment Los Angeles, où ça restait comme à Seattle assez difficile à gérer. Le problème, c'est qu'évidemment, les médias américains ont une fâcheuse tendance à toujours faire des tonnes. Ça, malheureusement, c'est culturel chez eux. Donc, là où des manifestations restaient plus ou moins assez sporadiques, avec en effet émaillées par des actes de délinquance, de bris de glace, de bris de vitrine, de pillage, etc., en réalité, la police réussit plus ou moins à bien gérer les choses. Sauf qu'au fil des jours, les manifestations ont pris de l'ampleur. Elles ont pris de l'ampleur, pourquoi ? Parce que on n'est plus aujourd'hui dans le schéma simplement de l'argument du Black Lives Matter, c'est-à-dire de la revendication de la justice à l'encontre de la communauté noire américaine et des dénonciations des violences policières, voire des abus policiers d'une manière générale. On commence à voir s'intégrer aussi des idéologies politiques, c'est-à-dire qu'on a vu des antifas agir. On a vu également beaucoup de jeunes qui finalement sont là pour utiliser peut-être le prétexte de ces manifestations pour exprimer aussi leur colère envers le système, leur colère envers une société qui est en pleine rupture finalement, tant sur le plan politique, puisqu'aujourd'hui beaucoup d'Américains n'ont plus confiance finalement envers leurs politiciens, envers le paysage politique américain, et puis aussi la colère de ce système ultralibéral qui aujourd'hui asservit complètement le peuple américain, ou une grande partie du peuple américain, par la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes qui ont envie de faire des études supérieures, eh bien ils sont obligés, pour la plupart, s'ils ne sont pas nés dans des familles aisées, de faire des crédits, et ces crédits les endettent quasiment jusqu'à la fin de leur vie aujourd'hui. Donc c'est un système qui est complètement à la dérive, si vous voulez. Mais comme ce système est maintenu par du lobbying, à la fois financier, industriel, etc., ces entités-là font tout pour maintenir leur système, évidemment, à flot. Et s'il faut asservir encore plus le peuple américain par la dette, s'il faut l'asservir encore plus par le totalitarisme, et j'utilise bien le mot totalitarisme, eh bien, ils y viendront. La preuve en est, c'est que aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous voulez manifester, votre manifestation, elle doit être déclarée. Elle doit être sur un créneau horaire bien défini. On vous détermine une zone bien définie. Et dans cette zone, suivant parfois les États ou les municipalités, eh bien, on vous donne seulement le droit de tourner en rond avec une pancarte. Vous avez même certaines municipalités qui interdisent les slogans verbaux, c'est-à-dire de crier des slogans dans votre manifestation, c'est interdit. Et en général, quand vous faites cette manifestation-là, il y a des fois 10 fois plus de flics que de manifestants. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une volonté aujourd'hui dans le système américain de maîtriser, de contrôler toute forme de contestation. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir des gens qui puissent contester par l'intermédiaire d'une situation ou par l'intermédiaire d'un fait, le système américain de façon globale. Or là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que sont en train de se mêler, en fait, une colère, un ras-le-bol généralisé de la part des Américains envers les institutions, envers leurs politiciens. On a même aujourd'hui, chose qui était relativement rare, puisque je crois que la dernière fois qu'on a vu des manifestations à Washington, c'était pour la prise de pouvoir de Donald Trump, je crois que c'était le 24 ou 26 janvier ou 28 janvier 2016.
2017, pardon, puisque l'élection était en 2016, il y avait eu des manifestations pas très loin, à côté de la gare de Washington, mais relativement assez loin des zones sensibles. Les zones sensibles, c'est évidemment tout le quartier où se trouvent les buildings fédéraux, la Maison Blanche, le Capitole, etc. Donc, en règle générale, les manifestations n'ont jamais eu le droit de s'approcher de ces endroits-là, ces endroits sensibles. Là, le problème, c'est que les manifestations ont lieu quasiment en face de la Maison Blanche. Donc là, on sent bien qu'il y a un dépassement. On sent bien que, alors, évidemment, d'un côté, les policiers essayent de maintenir l'ordre. Là où, en général, pour résoudre des problèmes, il y a une fâcheuse tendance à défourailler le flingue pour tout et n'importe quoi. Là, la situation est quand même assez tendue. Donc, une bavure policière dans une manifestation, et là, c'est fini. C'est-à-dire que là, l'autorité, le gouvernement va être obligé de prendre des décisions qui vont forcément être condamnées à l'échelle internationale, parce que pour reprendre l'autorité, ils vont être obligés de faire appel à de la force. Et de ce fait, revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement se rendre compte et donner l'image réelle de ce que l'on... Quand on a une connaissance de la société américaine, il y a une certaine forme de totalitarisme autoritaire qui existe sous le manteau d'un pays soi-disant de liberté. Il y a des libertés, mais c'est comme en France. Il y a des libertés que vous pouvez prendre, mais il ne faut pas les prendre. Sinon, vous risquez, de vous retrouver confronté à une répression parce que vous dites des choses qu'il ne faut pas dire. Et donc, là, l'autorité, elle est en face d'un gros problème, parce que là, c'est pas seulement que des Afro-Américains, c'est aussi des Blancs. Beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit. Ce qui est encore plus, je dirais, difficile à gérer, c'est que quasiment toutes les villes aujourd'hui qui sont soumises à ce problème de sécurité avec ces manifestations-là sont des villes détenues par des maires démocrates. Donc par définition, si vous voulez, les maires démocrates sont censés être le camp du bien, le camp de la justice, le camp du social, de l'idéologie de gauche, entre guillemets. Et du coup, ces maires se retrouvent en face de gens qui finalement sont en train de créer de l'émeute, sont en train de créer du désordre, du chaos. Là, on a eu la maire d'Atlanta, par exemple, qui est une maire afro-américaine, et qui a poussé une gueulante pas possible, parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment ses compatriotes, alors qu'elle est maire démocrate, qu'elle est afro-américaine, donc elle comprend, elle défend, je dirais, elle a le parti pris de défendre la justice d'un racisme contre le racisme blanc envers la communauté afro-américaine. Elle est complètement énervée parce qu'elle se rend compte que ses propres compatriotes afro-américains sont en train de foutre le bordel dans la ville. Et qui plus est, détruire aussi des outils économiques. Les médias aussi, les médias sont énormément responsables de la situation. Si les Afro-Américains, surtout beaucoup d'Afro-Américains d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Blancs qui se sont attaqués au siège de CNN qui se trouve à Atlanta, c'est aussi symbolique. C'est symbolique aujourd'hui que les médias sont en train de prendre conscience que les choses sont en train de déraper. J'ai regardé plusieurs lives pendant plusieurs heures sur différentes chaînes. On le sent dans les commentaires, des présentateurs. On sent dans leur ton, dans leurs mots, ils sont complètement dépassés. Non seulement ils sont dépassés, mais on sent bien qu'ils sont en train de se poser la question, se dire mais est-ce que là, on n'est pas en train de vivre quelque chose qui va avoir des conséquences, tant sur le plan de la société américaine que sur même les institutions américaines. Alors, voilà, encore une fois, on est peut-être aussi dans ce processus d'en faire des tonnes de situations et de faits. Le fait est, c'est que
on a quand même aujourd'hui des situations extrêmement dangereuses. On a des confrontations avec de la police. On a vu des véhicules de police qui ont été détériorés, qui ont été cassés, qui ont été incendiés. Là, on a aujourd'hui des vidéos qui sont en train de circuler où on voit des policiers presque limite se faire lyncher. Et de l'autre côté, on a aussi des vidéos, alors elles circulent un peu moins, mais elles sont tout à fait révélatrices du problème et de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui sont en train de dire qu'ils sont en colère. Ils sont en colère parce que ces actes de délit, de destruction, d'incendie, d'agression qui commencent à se perpétuer à l'encontre des Blancs, entre guillemets, sont en colère parce que ça va rien apporter de plus, au contraire, ça risque d'empirer la situation relationnelle, communautaire au sein des États-Unis. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui pu rendre compte que certains Afro-Américains ont commencé à attaquer des boutiques de Blancs. Alors, attention, ils font attention quand même de s'attaquer à des Blancs qui sont complètement désarmés. Ils ne vont pas aller s'attaquer dans des boutiques de Blancs qui sont armés. Par exemple, ici dans le sud, mis à part Atlanta, où la situation est en fait assez dérapée, il y a très peu de villes dans le sud actuellement où les manifestations ont pris de telle ampleur. Il y a des manifestations qui sont organisées, elles sont pacifiques, mais tous les débordements sont extrêmement évités parce qu'ils savent que dans le sud, il y a des gens qui sont armés. Et que si on s'attaque à leurs boutiques, que si on s'attaque à leurs biens privés, on a déjà vu des vidéos où il y a quasiment des milices qui sont en train de se former pour protéger des quartiers contre ces manifestants. Donc là encore, il y a un danger. Et là, évidemment, ça va aussi servir l'argument des pro-armes de dire, vous voyez, voilà, ce qu'on vous disait, c'est que le jour où le chaos s'installe à cause d'un problème de société, etc., on est en face d'une situation où, en effet, la légitimité d'avoir une arme pour protéger ses biens, pour protéger sa famille, eh bien là, on en a une preuve très caractérisée. Donc évidemment, on est dans une situation extrêmement compliquée, sur lequel s'incrémentent au fur et à mesure du temps d'autres paramètres que ceux dont on nous présente, c'est-à-dire la simple manifestation, contestation contre la police, contre les violences policières, contre le racisme, etc. En fait, dans ces manifestations sont en train tout simplement de s'exprimer tout le mal-être, tout le malaise qu'il y a aujourd'hui dans la société américaine et plus particulièrement dans un certain nombre de couches sociales de la société, plus particulièrement les couches sociales qui sont, je dirais, condamnées à la dette. Alors évidemment, chez les Afro-Américains, il faut bien faire la différence aujourd'hui qu'il y a à la fois des Afro-Américains qui ont le mérite d'être défendus, qui ont le mérite de ce combat contre le racisme. Même si le racisme qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis n'a plus rien à voir avec le racisme historique de l'époque de l'esclavagisme ou même de la ségrégation qui est assez encore contemporaine, puisque les derniers États à avoir aboli la ségrégation, ça date dans les années 60. Donc il y a encore ce résidu en effet d'un racisme, ce que j'appellerais le racisme primitif, c'est-à-dire cette haine de l'autre race. Aujourd'hui, on est plus dans un racisme qui correspond exactement au racisme qu'on a en France, c'est-à-dire un ras-le-bol en fait. Est-ce qu'on peut parler de haine? Pas forcément, mais vraiment d'un dégoût, d'un ras-le-bol envers des gens qui sont représentatifs de minorités, qui sont représentatifs d'une communauté ethnique en particulier. C'est ce racisme-là, en effet, qui s'exprime. Et évidemment, il y a aussi un certain historique qui s'applique au niveau de police. Alors les polices, c'est pareil, hein, on aurait fâcheuse tendance à croire que plus particulièrement les polices des États du Sud, parce que historiquement c'est le Sud qui a été le plus ségrégationniste pendant de nombreuses années. En réalité, c'est pas forcément vrai, puisque dans la police, comme dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Il faut savoir que surtout dans le Sud, les policiers sont souvent formés justement à cette spécificité et cette sensibilité par rapport aux populations afro-américaines, ce qui n'est pas le cas par contre dans les États
les États de l'Est et les États du Nord, où là, en effet, oui, il y a un racisme qui est beaucoup plus prononcé, même si ce sont des États qui aujourd'hui ont intégré, ont commencé il y a de nombreuses années maintenant, à intégrer des Afro-Américains dans la police. Parce que comme ça, au moins, il y a un équilibre qui se fait. Mais c'est là qui évidemment gêne un petit peu le discours de ceux qui veulent faire croire que le racisme est la cause de tout. Non, c'est pas la cause de tout, parce que dans la communauté afro-américaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de tout. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des Afro-Américains qui sont d'une gentillesse, d'une courtoisie, d'une politesse, d'une éducation, d'une bienveillance absolue. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que ce sont très souvent des Afro-Américains qui sont des descendants d'esclaves, qui sont des descendants de familles qui ont connu la ségrégation. Et puis, en face, vous avez évidemment la merde, la chienlit, celle qui se comporte sans éducation, celle qui... en plus de ça, au sein de cette chienlit, vous avez des individus qui font de l'opportunisme historique, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette histoire des Afro-Américains aux États-Unis pour se faire victimiser et prolonger la victimisation en disant voilà, vous voyez, nous on a été esclaves, on a subi la ségrégation et encore aujourd'hui on est victime de racisme. Ce qui est encore plus formidable, et c'est là d'ailleurs que ça rend aussi en colère beaucoup d'Afro-Américains, c'est que vous avez des Afro-Américains qui ne sont pas, qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas d'origine avec des familles issues de l'esclavage et de la ségrégation. Ce sont souvent des Afro-Américains qui sont issus d'une immigration très récente. Ce sont souvent des enfants de deuxième ou de troisième génération de gens qui viennent d'Afrique noire, qui viennent des Antilles, qui viennent aussi de certains pays latins, comme aussi d'Europe. Vous avez un certain nombre d'Afro-Américains aujourd'hui qui sont nés sur le territoire américain, qui sont américains d'une deuxième génération, mais dont l'origine, la famille vient de pays évidemment anglo-saxons, essentiellement d'Angleterre, voire de certains pays nordiques, etc. Mais ces gens-là, en fait, s'approprient une histoire qui n'est pas la leur. Hein, c'est un peu comme certains qui, pour se faire victimiser, utilisent, je dirais, des phénomènes de société pour légitimer des propos ou des dires, parce que ils s'assimilent à cet aspect communautaire. Ça rejoint d'ailleurs un peu ce que je disais dans la vidéo précédente, Obama et Jordana. C'est-à-dire que Jordana s'approprie une situation et un contexte qui concerne aujourd'hui les personnes issues de l'immigration maghrébine, arabe en général, alors qu'elle-même, elle n'a pas subi cette discrimination. Ou elle a peut-être subi, mais de façon beaucoup plus minoritaire que ce que des jeunes de banlieue ont pu subir de par leur situation, de par leur contexte social, de par leur comportement aussi, hein, malheureusement. Donc voilà, il y a en fait un melting pot, il y a un mélange, un mix de beaucoup de comportements différents et variés. Et comme je le dis, aujourd'hui, vous avez dans les manifestations énormément d'Afro-Américains qui sont en train de regretter la tournure des événements. Parce qu'ils se disent, ça décrédibilise complètement le combat. On a même vu des vidéos d'Afro-Américains qui sont en train d'engueuler des Blancs. Des jeunes blancs qui décident de casser, par exemple, une vitrine ou de casser une voiture de police. Il y a des blacks qui essaient de les retenir, de leur dire non, arrête de faire ça, tu es en train de desservir la cause, tu es en train de desservir le mouvement. En sachant évidemment qu'il y a aussi une vidéo qui circule d'un mec vêtu de noir en Ouïghour avec une capuche, le masque et un parapluie qui se met à péter des vitres d'un magasin. Là encore, vous avez des Afro-Américains qui vont le voir en disant non, stop, arrête, fais pas ça, tu es en train de desservir la cause, on n'est pas là pour ça, etc. Le mec, il en a rien à foutre, il continue. Et il se trouve que ce mec-là a été repéré par la suite du côté des forces de police. Hein, ça vous rappelle quelque chose, hein, les gilets jaunes, les manifestations des gilets jaunes, hein, on a vu ça aussi. Hein, et voilà, c'est de la méthodologie qui est utilisée par les forces de police pour essayer de décrédibiliser un mouvement, créer le chaos et donner une légitimité par la suite d'intervenir. Sauf que là,
le chaos est allé beaucoup plus rapidement, il s'est installé beaucoup plus rapidement que prévu. À tel point que vous avez des forces de police qui ont été complètement dépassées. Par exemple, à Minneapolis, vous avez un commissariat de district. Les flics, certains manifestants ont commencé à s'attaquer au commissariat. Les flics n'étaient pas suffisants, ils étaient dépassés, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas reçu des ordres précis pour comment gérer la situation. Et finalement, ils ont fini par évacuer le commissariat a été incendié. Sauf que voilà, là on est dans un rapport de force où d'un côté vous avez une population qui manifeste dans les rues, qui manifeste de plus en plus dans un certain nombre de grandes villes, dans lequel on trouve beaucoup de revendications, de colère, d'origines différentes. Le principal étant évidemment les Afro-Américains contre l'injustice, contre les violences policières, contre le racisme, mais sur lequel vient s'incrémenter bien plus, c'est-à-dire le ras-le-bol d'une population essentiellement jeune. On regarde les vidéos, vous voyez les vidéos, c'est beaucoup de jeunes qui ont une trentaine d'années. Un ras-le-bol donc du système qui a servi de plus en plus le peuple américain par la dette, les mensonges des politiques, c'est-à-dire les conflits d'intérêts qu'ils ont aujourd'hui verrouillés par du lobbying, par de l'influence, le paysage politique américain qui est en complète déliquescence, et ça rejoint ce que je disais dans une ancienne vidéo, c'est que il y a aussi dans ces manifestations-là beaucoup de gens qui sont des progressistes, et des progressistes qui sont en colère parce qu'on ne leur donne pas le choix de voter pour un candidat qui puisse défendre les valeurs auxquelles ils croient. Alors attention, je ne dis pas que idéologiquement c'est viable, mais voilà, des gens qui veulent des politiques plus sociales, plus justes à l'échelle des États-Unis, ce que proposaient des gens comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, mais qui ont été dégagés au profit de qui? Dégagés au profit de Joe Biden, un vieux croulant qui commence à être complètement sénile, mais qu'on veut mettre à la place de Trump parce que c'est Donald Trump. Or, il y a beaucoup de progressistes américains qui ne veulent pas de Joe Biden. Ils n'en veulent pas. Donc là, voilà, ça rajoute aussi une colère de se rendre compte qu'on va les obliger à voter pour un mec qu'ils ne veulent pas. Tout comme ça a été le cas en 2016 avec Hillary Clinton. Un grand nombre de progressistes, un grand nombre d'Américains progressistes n'ont pas été votés parce qu'ils ne voulaient pas être obligés de voter pour quelqu'un qu'ils ne veulent pas. Donc voilà, ça aussi, ça vient s'incrémenter. Alors, s'incrémenter peut-être pas forcément ouvertement, c'est plutôt inconscient. Voilà, comme je vous dis, c'est une colère ambiante d'un ensemble de phénomènes et d'un ensemble de paramètres. Et là où ça prend de l'ampleur, c'est que contrairement aux manifestations qu'on avait vues il y a plusieurs années de cela, avec les fameux Anonymous qui avaient manifesté pacifiquement, c'est-à-dire la manifestation statique, comme on appelle ça, et qui finalement ont été dégagés minu militari. Là, on est en face d'une contestation où ça peut aller crescendo. Crescendo au point que la prise de conscience que les choses peuvent très rapidement déraper et déborder, c'est que très rapidement, et c'est la première fois, je crois, dans l'histoire des États-Unis contemporaine, très récente, je crois même quand il y a eu les émeutes de Détroit ou même les émeutes de certains quartiers de Los Angeles, on avait fait appel à la garde nationale pour établir l'ordre, mais on n'avait jamais vu aux États-Unis autant d'États faire appel à leur garde nationale pour établir l'ordre. Là, actuellement, vous avez la garde nationale qui a été mobilisée en Géorgie pour assurer la sécurité à Atlanta. Vous avez la garde nationale qui a été appelée à Minneapolis. Et vous avez 10 000 hommes de la garde nationale ont été appelés sur Washington DC, c'est-à-dire la capitale, pour protéger apparemment les établissements, puisque je rappelle quand même que des manifestants ont réussi à atteindre le bâtiment du Trésor, ils ont réussi à faire des tags dessus, etc. Donc quand un bâtiment officiel commence à être attaqué,
Là, c'est pas bon du tout. Et puis même quand on voit les vidéos aux abords, c'est quasiment en face de la Maison Blanche. Hein, pour ceux qui connaissent pas la Maison Blanche, depuis maintenant une dizaine d'années, ils ont éloigné le périmètre de sécurité. Parce que moi, je me souviens quand j'avais été à Washington en 90, on pouvait encore circuler devant les grilles de la Maison Blanche. Hein, il n'y avait pas de souci. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire que vous avez vraiment un périmètre de sécurité autour de la Maison Blanche qui fait que vous ne pouvez plus circuler dans les rues adjacentes, etc. Eh bien, même là, les forces de sécurité sont limite débordées. C'est-à-dire que là, il y a un trop grand flux de gens, il y a une trop grande colère qui ne peut pas être gérée par des méthodes soft, on va dire, parce que jusqu'à présent, on constate que les agressions que les policiers ont subies de la part de certains manifestants, pour l'instant, les flingues ne sont pas sortis. Il n'y a pas eu pour l'instant, il n'y a pas eu, j'ai pas connaissance, il y a eu des morts, hein, il y a eu des personnes qui sont mortes, mais accidentellement. Il y a eu des policiers qui ont peut-être paniqué parce que tout d'un coup leurs voitures ont été assiégées, ont été prises d'assaut, etc. Donc il y en a certains qui ont démarré, qui ont commencé à rouler. Et évidemment, il y a toujours des cons pour se mettre devant la voiture et puis essayer de jouer des cascadeurs amateurs. Donc voilà, là pour l'instant, on est dans la phase où l'autorité va devoir faire un choix. C'est soit rétablir l'ordre par la force. Là évidemment, le problème c'est qu'il risque d'y avoir des morts. Parce que malheureusement dans les manifestations aujourd'hui vous avez des têtes brûlées qui vont avoir des idées suicidaires, on va dire, ou alors les manifestations vont être interdites, certains secteurs vont être fermés, c'est-à-dire que les centres-villes vont être mis en quarantaine, quasiment. Sauf que les manifestations vont se dérouler finalement dans les banlieues et c'est dans les banlieues qu'ils risquent de casser, de démolir, d'incendier des outils économiques qui déjà sont les rares outils économiques qui restent dans ces banlieues compliquées et difficiles. Il est d'autant plus inquiétant, c'est de voir qu'il y a eu des manifestations qui ont été organisées dans des endroits où il n'y avait jamais eu de manifestation. Je pense par exemple à Los Angeles, sur Beverly Hills Avenue. On a du mal à imaginer quand même que des manifestations ont été organisées dans ces endroits-là. Alors, à cet endroit-là, ça s'est plutôt bien passé parce que, là encore, il y a beaucoup de blancs qui se sont incrémentés dans les manifestations, qui sont des blancs progressistes, issus parfois même de la bourgeoisie, ce que je pourrais appeler la bourgeoisie gauche américaine, même si c'est encore un terme un peu bâtard, qui n'est pas très propre à pouvoir déterminer ce type cette catégorie de population. Mais oui, et je dirais qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui on est le dimanche 31, il y a des manifestations qui ont déjà commencé dans un certain nombre de villes, il y a déjà des problèmes qui sont en train de ressurgir. On a par exemple une manifestation dans une ville américaine, alors j'ai pas pu avoir l'information, mais il y a malheureusement un petit agent de sécurité blanc qui a été presque lynché sur place. Vous avez à New York apparemment des policiers qui ont été agressés. Enfin, là, c'est en train de prendre des proportions évidemment très inquiétantes. Parce que si jamais les manifestations, ou dans quelques manifestations que ce soit, des flics sont tués, si jamais un seul flic est tué, là la vapeur va s'inverser, c'est-à-dire que les autorités vont serrer les boulons. Et c'est là que ça peut devenir être intéressant sur une certaine théorie, on va dire, qui est que pousser ces peuples, pousser ces gens, ces manifestants à l'ultime, pousser ces gens à la barbarie, à la sauvagerie, au point de finir par tuer, de lyncher des policiers, et bien là, ça serait l'argument idéal pour imposer un totalitarisme ouvert, c'est-à-dire un visage découvert aux États-Unis sur le peuple américain. C'est-à-dire renforcer des lois et évidemment, malheureusement,
Ceux qui y perdront énormément dans cette situation, c'est évidemment les Afro-Américains. Et là, encore une fois de plus, on est dans la théorie du complot qui est que provoquer le chaos pour acquérir le consentement, on en revient à cette théorie, le consentement des peuples à dire voilà, on est contre l'injustice, on est contre le racisme, mais là c'est allé trop loin, nos intérêts, nos biens privés, notre sécurité est en jeu, donc on autorise l'autorité à prendre ses décisions, l'autorité à serrer les boulons. Le serrage du boulon, vous savez, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin dans certains États. C'est déjà le cas d'ailleurs dans beaucoup d'États, surtout les États du Sud par exemple. L'acquisition des armes par exemple, le droit de porter une arme aux États-Unis, il faut savoir que dans certains États, le blanc a le droit de porter l'arme mais pas l'afro-américain. Hein? Alors c'est très minoritaire, mais ça existe. Et ça, il faut savoir que dans les lobbies des armes, là vous avez en effet du suprématisme blanc qui est en action, puisque je rappelle quand même que la grande organisation aux États-Unis qui défend les armes, c'est la fameuse NRA, hein, la National Rifle Association, dont on sait qu'elle est plus ou moins le visage à découvert politiquement correct d'un mouvement qui s'appelle le KKK, le Ku Klux Klan. Et donc cette NRA, même si elle s'est assouplie par rapport à l'idéologie raciste du KKK, n'en reste pas moins suprémaciste américaine, blanche. Ils ont des Afro-Américains en leur sein, mais c'est des Afro-Américains qui admettent et acceptent l'idée d'une capacité de l'Américain à pouvoir se défendre dans ses biens, etc. Mais très souvent, ce sont des Afro-Américains riches ou aisés. Hein. C'est pas l'Afro-Américain de la classe ouvrière, de la middle class, etc. Hein. Ceux-là, non. La NRA, c'est même pas la peine. Ils peuvent absolument pas y rentrer. Oui, et on rejoint finalement aussi une autre théorie, c'est finalement la psychose des Américains, de cette peur viscérale qu'ils ont de tout. Et c'est tout à fait vrai, moi je confirme, je le vis tous les jours, les Américains ont dans leur culture cette peur viscérale de l'inconnu. C'est-à-dire que tout ce qui ne leur permet pas d'assurer la garantie de savoir où ils vont, ce qu'ils font, ce que c'est, pourquoi c'est fait, etc. Ils détestent le hasard, ils détestent l'improvisation. On le voit dans leur système administratif, dans leur façon de gérer les choses. Tout est protocolé, tout est réglé, tout est organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a quasiment peu de légitimité à l'improvisation, si ce n'est évidemment dans le acting, les fameuses écoles d'improvisation, de comédiens, etc. Et encore, on y applique certaines règles dans ces écoles. C'est pas franchement de l'improvisation. L'improvisation, c'est quelque chose qui est souvent naturel à certaines personnes pour avoir le talent de faire du stand-up, par exemple. Et même encore, le stand-up qui est soi-disant un art comique, un art troupier, où on est censé faire de l'improvisation, en général, on se rend compte que quasiment tous les artistes écrivent en réalité leurs textes, écrivent leurs sketchs. Donc tout est écrit à l'avance. Voilà, c'est quelque chose qui est très intrinsèque à leur société, à leur culture, c'est qu'ils détestent l'inconnu. Moi, j'ai fait l'expérience, pour la petite anecdote, une fois, j'avais décidé de sortir pour aller se balader, et un ami, il me dit, mais on va où? Et je lui dis, je sais pas, voilà, on va rouler au hasard, quoi. Et ils étaient, mais d'une anxiété absolue. C'est-à-dire que comme ils ne savaient pas où j'allais, c'est-à-dire que j'ai dit, non, voilà, on va à l'aventure, on va prendre la route, et puis on va croiser peut-être une petite ville sympa, un truc comme ça, puis on verra bien. Et non, ils ne supportent pas. Ils veulent savoir où on va, ils veulent savoir ce qu'on fait.
C'est même pire, ils veulent calculer, savoir combien de temps on va aller, combien de temps on va le faire, pour ensuite avoir la légitimité de dire « oh bah j'ai plus envie, donc on rentre ». Non mais c'est ça. Et ça, si vous êtes un historien de l'histoire où il y a des participations militaires américaines, vous retrouvez ça. C'est-à-dire que même dans le militaire aux États-Unis, même si le militaire c'est quelque chose qui doit être calculé, dépendant énormément d'informations, etc., on se rend bien compte qu'ils essayent de tout calculer, de tout prévoir, mais ils ne peuvent pas tout prévoir parce qu'il y a des éléments qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça les énerve. Ça les énerve considérablement. Et de ce fait, on retrouve ce problème-là aujourd'hui dans la culture et dans la façon de gérer aux États-Unis. La preuve en est, c'est que vous voyez bien aujourd'hui que les Américains veulent tout savoir. À tel point qu'ils ont espionné même jusqu'à nos dirigeants en France, dirigeants allemands. Ils veulent tout savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les banques européennes doivent impérativement fournir les circulations et les flux bancaires aux Américains. Les Américains aujourd'hui veulent avoir la main mise sur les informations sur les individus par des intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils veulent tout maîtriser, ils veulent tout connaître. Ils ne veulent pas laisser des choses au hasard, à l'inconnu, dans l'obscurité. Voilà. Et ça, vous le retrouvez aussi dans le cinéma. Le cinéma fantastique, les romans fantastiques, etc. C'est la démonstration qu'ils veulent retranscrire quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et d'où la raison pour laquelle, d'ailleurs, la religion est assez omniprésente aux États-Unis dans leur culture, même si les véritables religieux représentent une minorité aux États-Unis. La religion reste quand même quelque chose qui n'est pas abstrait, d'où la raison pour laquelle les progressistes, je dirais les progressistes athéistes, qui sont, enfin les athéistes américains en général, sont profondément anticléricaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids de mesure. Ils ne se disent pas, voilà, moi je suis un athée, je ne crois pas en Dieu, mais je respecte les gens qui croient en Dieu, voilà, c'est parce que voilà, il y a un problème de foi, il y a un problème comment dire, de perception de la religion, parfois assez hypocrite aux États-Unis, qui fait que ces gens-là sont vraiment radicaux dans leur façon de voir la religion aux États-Unis, donc très clairement anticléricale. C'est-à-dire qu'ils n'admettent même pas que dans la religion, il y a quand même des gens sympas, il y a quand même des gens intelligents, il y a des gens qui croient en Dieu, mais c'est pas pour autant qu'ils vont essayer de vous convertir, vous voyez ce que je veux dire, qui ont quand même l'esprit ouvert. Donc voilà, on est dans la culture américaine, on est vraiment dans la radicalité, on est vraiment dans les extrêmes. Difficile de trouver le juste milieu, finalement, dans la façon de percevoir les choses, dans la façon d'expliquer les choses, dans la façon de concevoir les choses aux États-Unis, et ça rejoint finalement les manifestations. C'est-à-dire que la colère, elle ne s'exprime plus uniquement que par des mots, par des revendications, là on est vraiment dans une action, alors évidemment, encore je le dis, conscience que ces actions ne sont pas l'objet d'auteurs motivés par de la colère, mais plutôt par des intérêts de discréditer le mouvement et de mettre le chaos pour légitimer une action à la fois policière, voire militaire, puisque je rappelle, les gardes nationales sont des armées d'État. Donc voilà, la situation, elle est extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Je dirais même que là, on arrive certainement à un point de rupture, où là, va y avoir des décisions à prendre. Des décisions impératives. On ne peut pas laisser la situation pourrir de la sorte, parce qu'il y a certains endroits où, à un moment donné, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça risque d'arriver, c'est-à-dire que vous allez avoir des fanatiques qui vont vouloir, des deux côtés, aller à la confrontation avec ce qui représente l'Amérique un peu populaire, l'Amérique armée, l'Amérique pro-Trump, l'Amérique pro-armes. Et là, la confrontation, elle risque de se très mal passer. Donc là, l'autorité, il faut qu'elle agisse impérativement et immédiatement. Donc voilà pour la situation de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Évidemment, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui sont dans le défaitisme, c'est-à-dire qu'ils se disent encore une fois de plus, un Afro-Américain a été tué à cause de l'irresponsabilité, à cause,
en effet peut-être d'un racisme. Alors je dis peut-être qu'il y en a certains qui ça va les faire sauter au plafond, mais attention, le racisme de ce flic n'est pas prouvé. C'est-à-dire qu'on a mis ça sur le compte d'un racisme, alors que ça pourrait être très bien sur le compte d'un acte de violence, comme il a été donc démontré à l'encontre de ce policier qui notoirement avait des problèmes de violence par le passé. Mais de là à tout de suite coller ça sur l'étiquette du racisme, malheureusement c'est très facile, c'est très aisé. Hein, si vous voulez, c'est un peu comme ce qu'en France, vous avez aujourd'hui des gens, il suffit qu'il y ait un jeune de banlieue qui se plante à moto, qui se tue, et tout de suite, il faut trouver une responsabilité. La responsabilité directe, c'est tout de suite la police. Pourquoi? Parce que la police est raciste. Voilà, vous mettez tout de suite une étiquette, il faut tout de suite mettre une étiquette. Il ne faut pas laisser l'idée que finalement, peut-être que le gamin, il s'est planté, il s'est tué parce qu'il était con. Parce que la responsabilité, s'il y a responsabilité à trouver, c'est la responsabilité des parents. Là, encore une fois, hein, on soit clair, hein, on en revient toujours au problème de l'éducation. L'éducation par les parents, l'éducation par le système scolaire. Là encore, même aux États-Unis, il y a énormément de lacunes, il y a énormément de défaillances. Je veux dire, je vais terminer avec ça, mais dans les manifestations aujourd'hui que vous voyez, vous avez énormément de petits jeunes blancs. Des jeunes blancs, alors difficile de dire de quelle catégorie sociale ils dépendent, mais ce sont les premiers à être les plus hargneux, à être les plus vindicatifs, à être les plus violents que des Afro-Américains eux-mêmes. Donc voilà, je veux dire, on en revient toujours au même schéma, c'est-à-dire que oui, mais peut-être parce que les Afro-Américains sont peut-être plus sauvageons que les Blancs. Non, c'est faux, c'est archi faux. Vous avez des Blancs aujourd'hui qui sont tout aussi sauvageons, mais tout dépend du milieu social dont ils dépendent. Tout dépend de l'éducation qu'ils ont reçue. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que vous avez des jeunes Blancs américains de bonne famille, je veux dire, pas bien éduqués, mais je veux dire, qui vont dans des grandes écoles très chères, etc., et qui sont des petits cons. Hein, on a les mêmes en France. Hein, c'est que si les parents n'inculquent pas des valeurs, des valeurs morales, des valeurs de mœurs, des valeurs d'éducation, des valeurs de politesse, de courtoisie, de compréhension, d'intelligence, de réflexion, de raison gardée, de bon sens, forcément, vous allez avoir des individus qui, même s'ils sont bien nés, vont être des véritables pourritures. Et donc on retrouve un peu ces individus-là aussi dans les manifestations. Il y a un certain opportunisme, parce qu'ils s'affilient en soutien, en humanisme à la cause, mais en réalité, eux-mêmes n'ont pas subi, eux-mêmes ne subissent pas ce problème. C'est une autre thématique sur laquelle je pense qu'on a déjà plus ou moins une vision globale des choses, une opinion sur ce problème. C'est comme ces gamins de la bourgeoisie française, traditionnellement de droite, qui se sentent mal à l'aise avec les idéologies de droite et qui épousent des idéologies de gauche, mais finissent par ne pas se rendre compte qu'ils débordent dans des idéologies d'extrême gauche et deviennent les antifas, par exemple. Il faut savoir que dans les antifas, il y a très peu de gamins issus de l'immigration chez les antifas. C'est souvent des gamins qui ont quand même des origines familiales aisées. Hein, donc voilà, c'est toute la problématique. De toute façon, on y reviendra certainement dans une autre vidéo. On verra un petit peu les conclusions, les conséquences de ce qui est en train de se passer. C'est à suivre, c'est à voir. Ce qui est intéressant, c'est finalement qu'il y en a certains qui commencent à dire que ça va peut-être aussi justifier à l'État américain de reconfiner la population. Ouais, enfin voilà, ça c'est une autre théorie. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents, protégez-vous et surtout, ne croyez pas comme vérité tout ce que l'on peut vous dire, vous montrer, parce que souvent il peut y avoir de l'idéologie derrière pour vous manipuler.